11h28, vous allez dans le show Wake Up avec Ismaël Trépanier, Jonathan Bouchard de fidéliquebec.com et Chris qui est au sport. Avant de faire tout ça, là, avant de faire toute cette bouillabaisse, j'ai tout simplement lâché un petit coup de fil à Maurice Gédantec que je salue bien haut. Maurice! Oui, bonjour Ismaël. Eh, bonjour. On commence à prendre des habitudes, hein, c'est dingue. Ben là, comme les vieux couples, j'allais dire. Ouais. Ah bon, d'accord, ok, Non, je déconne. Moi aussi, j'aime bien blaguer. Oui, je m'en étais rendu compte. Ben oui, c'est ça. C'est sûr quand les vieux couples commencent à se connaître. Maurice, on a parlé ce matin à Denis Duchesne. Denis Duchesne. Ouais, CKIA-FM, journaliste dans une radio gauchiste qui s'est converti modérément, je devrais dire, à l'islam. C'est ces mots, modérément. J'adore, ça ce jésuitisme, c'est quand même incroyable. Non mais, je veux dire, on n'en sortira jamais, quoi. C'est comme si un type disait, ouais, je me suis converti modérément au nazisme. Oh. Tu vois, je suis resté cool quand même, moi. Tu vois, je veux juste l'extermination de la moitié des juifs. Donc, franchement, quand quelqu'un en plus n'a même pas le train de... Excusez-moi, Oh non. Non mais écoute, c'est vrai, à la limite, enfin moi j'ai toujours préféré, tu vois, je préfère honnêtement, je le dis cash, je préfère honnêtement un islamiste convaincu, bon, évidemment je le considérerais comme un ennemi de la civilisation, mais au moins je saurais, enfin, comment dire, je saurais à qui m'adresser, quoi. C'est pas quelqu'un qui essaiera de me dire, oui, je me suis converti à l'islam de manière modérée, donc en fait je n'ai adopté qu'une page du Coran sur 2, ou enfin tu vois, une sourate sur 4, et puis quoi encore. Maurice, la bonne nouvelle, ce que je veux dire, c'est que Denis Duchesne s'est marié avec une musulmane, d'accord? Oui. Et là-bas, ben, il faut que parce qu'il était là-bas, pour marier quelqu'un là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire, Maurice, déjà? De toute façon, s'il ne s'était pas converti, il est probable qu'il aurait jamais pu la marier. Contracter ce mariage. Absolument. Voilà, c'est carrément ce qu'il nous a expliqué. Et moi, ce que j'ai trouvé drôle dans tout ça, c'est que lui, c'était modéré, et je lui ai posé la question, est-ce que c'est votre femme qui vous incite à prêcher davantage l'islam? Il m'a dit non, pas nécessairement. C'est un jésuite musulman, mais il y en a peut-être après tout. Hein. Rien n'est impossible aujourd'hui, je pense, Donc oui, écoute, je sais pas, moi malheureusement j'ai pas pu suivre votre émission, donc je sais pas ce qui s'y est dit. On va se faire plaisir, on va t'envoyer le MP3 par mail. Hein. Exemple, si je te dis qu'il a répondu sur ma question, la liberté d'expression, le juste milieu, il est où selon vous? Il a répondu que la liberté d'expression, lorsqu'elle empiète sur celle des autres... Oui, c'est le bon vieux truc, ça fait des siècles qu'on fait la même soupe. Du style, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et voilà. C'est grosso modo du niveau de rédaction de secondaire 1, comme vous dites, et il nous la balance à chaque fois. Le problème, c'est que ça veut strictement rien dire. Et voilà. Si tu veux, la liberté étant un don divin, elle est donc une et indivisible. Alors justement, à ce sujet, tu sais, je t'ai envoyé quelques emails assez rigolos. Oui. On va pouvoir dire à nos auditeurs que, disons, nous avons, disons, une taupe, osons le dire, à l'intérieur de Radio-Canada, qui nous permet de savoir que, comme on dit au Québec, ça brasse sévère dans la radio d'État. Voilà. Parce que, dans la radio d'État, il y a encore des journalistes qui ont ce qu'on pourrait appeler une éthique. L'éthique du journaliste, j'allais dire, occidentale. C'est-à-dire, d'abord, tu viens pas me dire ce que j'ai à dire. Et deuxièmement, je suis là pour informer mon public dans toutes les conditions possibles. Et il semblerait qu'il y ait, à l'intérieur de la radio, comme d'ailleurs je pense à l'intérieur de pas mal de médias québécois ou canadiens,
un débat entre guillemets, c'est-à-dire en fait, comment je dirais, la cristallisation justement de tous les jésuitismes précédents, où l'on voit des gens comme cette espèce de blaireau de la trèfle, de la presse, pardon, qui explique que, en fin de compte, en tout cas quand il s'agit de l'islam, la liberté d'expression a des limites. C'est toujours pareil, si tu veux. Ouais. Quand comme le dit justement cette gonzesse de Radio-Canada dont on a pu un instant, lire l'email, si tu veux, elle serait d'accord pour que on fasse des critiques bien plus pertinentes, oui. pas sur Jésus-Christ ou sur la Vierge Marie. Non, les arts et spectacles, Maurice, les arts et spectacles. Oui, les c'est ça. Mais par contre, il ne faut pas toucher à la religion, cette religion qui est déjà si mal en point, ose-t-elle nous dire, si mal en point qu'elle est capable d'exterminer des populations entières. Enfin bref, voilà. Oh, j'avais tout faux tout à l'heure. On est en plein dans ce truc. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, ça puisse se produire dans une radio, enfin dans un média comme Radio-Canada, ça veut dire que ça se produit certainement dans d'autres rédactions où des journalistes n'accepteraient pas plus qu'un sénateur libéral leur enjoigne quoi dire et ne pas quoi dire qu'un imam d'une mosquée pourrie à Montréal. Moi, Maurice, j'ai pas envie d'épargner cette grosse truie là, du tout là. Non, d'accord, mais tu sais, je t'ai expliqué. Il y a des choses que bon, voilà quoi. Ouais. Mais je peux dire son prénom et nom. Moi, toi, ça t'implique en rien. Moi, je peux le dire. Bah, écoute, vas-y, si tu veux, moi je. Comment il s'appelle déjà? Geneviève Asselin. Voilà. C'est bon, elle est connue, elle est connue, je pense en plus dans la radio. Et effectivement, tout son discours tient à faire en sorte de dire. C'est la première fois qu'au Canada, j'entends j'allais dire la bonne néo-bourgeoisie gauche nous dire que soudainement il y a des limites à la liberté d'expression. Quand on parle de l'homosexualité, il n'y a pas de limite à la liberté d'expression. Si on chie sur la gueule du Christ, il n'y a pas de limite à la liberté d'expression. Si on chie sur la gueule de Bush, il n'y a pas de limite à la liberté d'expression. Comment ça se fait? On touche à leur espèce de prophète névrosate. Et là, par contre, il faudrait qu'il y ait des limites et qu'on ait du respect. Je vais donner un autre exemple qui, moi, m'a mis hors de moi. Alors qu'évidemment, j'ai voté conservateur, je peux déjà prévenir les conservateurs qu'ils ont perdu un électeur. Parce que quand un type comme Peter McKay fait la déclaration suivante: la publication des caricatures illustrant le prophète Mohammed a blessé les citoyens musulmans, tout comme d'autres citoyens partout dans le monde, de même qu'au Canada. Ah bon? D'autres citoyens? Enfin, qu'ils me disent lesquels. La liberté d'expression est un principe légal qui prévaut au Canada, mais on doit en user de manière responsable. Qui décide quelle est la manière responsable? Nous félicitons les Canadiens qui ont agi de manière appropriée. Grosso modo, nous félicitons les Canadiens qui ont fermé leur gueule. Cependant, nous condamnons les protestations violentes qui ont eu lieu dans certaines régions du monde, et en particulier les attaques contre les missions diplomatiques que nous trouvons inacceptables. Pas un mot de solidarité. Pas un mot de solidarité avec les nations européennes qui sont menacées, c'est-à-dire le Danemark, la Norvège et accessoirement la France. Mais c'est pas fini. Pourquoi, Maurice? Je termine, excuse-moi. Oui, vas-y. Il s'agit d'une question délicate. J'aime bien le terme délicat. Franchement, c'est sympa. Qui fait ressortir la nécessité de mieux comprendre l'islam et les collectivités musulmanes. Le gouvernement du Canada continuera à promouvoir une meilleure compréhension de l'islam à l'échelle mondiale en partenariat avec les collectivités musulmanes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette question délicate, comme dit monsieur Peter McKay, fait ressortir la nécessité de mieux comprendre l'islam. Mais ça ne fait absolument pas ressortir la nécessité que l'islam nous comprenne mieux. C'est-à-dire que nous devons les comprendre. Mais eux, en aucun cas, ils ne sont dans l'obligation de faire la démarche inverse. Et ça, c'est un premier ministre, c'est un ministre des Affaires étrangères conservateur. Ma parole, j'aurais mieux fait de voter NPD. Qu'est-ce que c'est que ce parti conservateur? Mais pourquoi c'est toujours la même chose, c'est toujours le même genre d'individu, comme par exemple Geneviève Asselin de Radio-Canada qui a des cours, je sais pas moi, en arts et lettres, un bac en communication, elle a le savoir, elle a justement la réponse, la solution, et elle a la formule magique. Oui, elle a fait 2 années de cégep, elle a lu 3 bouquins, dans un bouquin de Michael Moore, et elle croit qu'elle a compris l'islam, cette fille. Voilà. Je sais, oui.
Alors, il y avait toujours- aussi une c'est chose que je toujours- voulais faire, Oui. tu sais, rapidement. Oui. Et c'était par rapport à l'émission de la fois dernière. J'avais un ou deux petits rectificatifs à apporter, j'en ai pour 1 minute, parce Oui, que pas de moi problème. j'aime bien la précision et la vérité. Oui. Alors d'abord, sans m'excuser platement, je tiens quand même à présenter mes excuses parce que j'ai commis une erreur. Je tiens à présenter mes excuses aux auditeurs d'abord, québécois ou français de l'émission, et puis aussi aux principales intéressées, Ouais. j'allais dire, dans la confusion un peu, j'allais dire un peu idiote, que j'ai faite au sujet de Pierre Falardeau. Au moment où tu m'as parlé de Pierre Falardeau, j'avais l'esprit un peu ailleurs, j'allais dire, j'avais l'esprit concentré sur le traitement justement médiatique de l'affaire, en particulier par la presse écrite du Québec. Et quand tu as dit Pierre Falardeau, je sais pas pourquoi, moi, il y a eu une sorte de collapse neuronal, j'ai pensé Pierre Foglia. Ah. Ce qui fait que, si tu veux, c'est-à-dire que autant, bon, Pierre Falardeau, si tu veux, Ah ouais. c'est quelqu'un avec lequel je suis en désaccord, mais total et même, j'allais dire, virulent sur à peu près tous les points de politique, mais malgré tout, je ne peux pas ne pas considérer, si tu veux, que c'est un type qui a du talent. Alors que Pierre Foglia, non Pierre seulement... Falardeau? Du Oui, talent? oui, honnêtement, je vais te dire, moi j'ai vu Octobre, je trouve que c'est un film qui se situe quasiment au niveau des grands films italiens politiques, on est d'accord, Oui, des oui, grands oui. films italiens des années 70. Non, à ce niveau-là, là-dessus je suis cash. Mais attention, sur le plan politique, sur le plan politique, Oui, oui. je le considère, enfin on va dire comme un ennemi entre guillemets, mais c'est quand même un type qui, si tu veux, a du talent. C'est dommage, pour moi, c'est du talent qui est gâché, mais tant pis. Tandis que Pierre Foglia, c'est quoi? C'est un écrivaillon de troisième zone, qui est encore plus antisémite qu'un néo-nazi abruti. Oui, c'est Sauf un... que chez lui, c'est, je dirais, enrobé dans un espèce d'humanisme de bazar. J'ai fait que, tout simplement, quand tu m'as dit Falardeau, Ouais. moi j'ai capté Foglia, et là mon sang n'a fait qu'un tour. Premier point réglé. Deuxième point, sur le net, il y a des petits, ce que j'appelle les forémistes. Oui. Les Français comprendront. On comprend aussi. Oui, non, mais parce qu'il y a des gens au Québec qui peuvent ne pas savoir ce qu'est le RMI. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nos forémistes préférés, évidemment, se saisissent de l'émission que nous faisons ensemble Ouais. pour, comme d'habitude, j'allais dire, déblatérer les preuves consistantes et variées de leur crasse inculture. Entre autres, par exemple, ils m'ont fait le reproche, ils m'ont accusé d'avoir tenu un discours de haine. J'ai l'impression que ces gens-là soit n'ont pas d'oreille, soit n'ont qu'un seul neurone. Ouais. Il va falloir vite qu'ils s'en fassent greffer un deuxième. Parce que ce que j'ai dit, Ouais. je le répète, Ça c'est coûte que cher. la haine qui nous est envoyée depuis ce monde islamique, cette haine que ce monde islamique nous voue, j'ai dit, va se retourner contre ce monde islamique, et tout simplement parce que c'est une dynamique historique qu'on connaît depuis des siècles. Et d'autre part, quand j'ai parlé effectivement du risque, j'allais dire d'extermination, j'allais dire, et en fait d'auto-extermination de cette population, il faut bien comprendre ce que je dis. Ouais. D'abord, je ne le souhaite pas, parce que je ne souhaite l'extermination d'aucune population. Par contre, quand une population, ou disons ses chefs religieux, appelle à la destruction du reste de l'humanité. Nous sommes au XXIe siècle. S'ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre qu'au XXIe siècle, on ne peut pas détruire une partie de l'humanité, mais que inévitablement cette volonté conduit à la destruction de toute l'humanité, donc de soi-même, parce qu'on est à l'ère des bombes thermonucléaires, eh bien, c'est qu'ils sont vraiment, j'allais dire, plongés dans un bain d'acide, de stupidité crasse, qui fait qu'ils ne sont même pas capables, qu'ils sont en train de faire courir le plus grand risque historique à toute leur propre civilisation. Et là, j'en aurais terminé. Non, mais voilà, je veux dire, quand on veut jouer... tu connais l'affaire, c'est comme quand on rentre dans un bar et qu'on veut jouer le casseur de bar. T'as intérêt à avoir des arguments avec toi.
Parce que si tu tombes sur 4 gros rednecks qui sont en train d'écluser leur bière, tu risques de te retrouver dehors en 2 minutes et avec quelques fractures. Et ben là, malheureusement, on est à peu près dans la même configuration. Donc, non, je n'appelle pas à l'extermination des musulmans, ils s'y appellent eux-mêmes. Que ce soit bien clair. Maurice. Oui. Quand je prends comme exemple des enfants qu'on habille en armée, moi, on me répond du genre ouais, mais ils sont affamés ces gens-là, puis ils savent plus quoi faire. Oui, non, mais tu sais, ce genre de blague de gauchiste, mon Dieu, excuse-moi, je veux pas jouer pour un ancien combattant, je veux pas jouer pour un ancien combattant, mais je veux dire, personnellement, hein, en ce qui me concerne, ça fait 30 ans que je les entends. 30 ans. Ouais. Qui nous bassinent avec les mêmes affaires. Attends, qu'est-ce qu'ils ont fait du pognon du pétrole, les Arabes Saoudites? T'es au courant peut-être? Mais non, c'est les Américains qui ont tout volé. Arrête, allez, Maurice, arrête. Excuse-moi, pardon, excusez-moi, mille pardons. Donc, excuse-moi, dans un instant de délire paranoïaque, je vais quand même informer le public que la dernière grande, je dirais, le dernier grand cadeau que le gouvernement saoudite vient de faire à son propre peuple, comme tu sais sans doute, oui. Ce sont des stations de ski. Ah oui, des buts de Il en charme. manque, tu comprends, des stations de ski dans le Hellage là-bas, il n'y en a pas beaucoup. Alors, hop, ils ont importé des montagnes, si j'ose dire, avec de la neige dessus. Ok? Donc, si tu veux, on est bien là face au truc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font de leur pognon, les Arabes? Leur méga pognon qui vient du pétrole à $60 le gallon. Qu'est-ce qu'ils en font? Eh bien, ils en font des stations de ski. Ou alors ils achètent plein d'armements. Plein. À l'époque où il y avait les ruscopes et tout ça. Oh là là, qu'est-ce qu'on est fort. Mais Maurice, sais-tu qu'est-ce que j'ai eu comme commentaire? Et voilà. Et donc, si tu veux, ces gens-là dépensent leur pognon. Ouais. Dans soit de l'armement dont en plus ils ne savent pas se servir parce qu'ils n'ont pas gagné une guerre depuis, enfin bref, ils ont vu ça. Sinon, ils font des yachts, par exemple, je sais qu'il y a un émir saoudien qui s'est fait fabriquer un yacht spécial dans un polycarbone composite, ouais, qui fait que, si tu veux, la coque est entièrement transparente, donc il peut voir le fond de l'océan. Et après on vient nous dire que ces gens-là sont affamés, donnez à l'UNICEF s'il vous plaît. Oh. Mais moi je comprends, il y a plein de trucs comme ça, je comprends pas, si tu veux. Moi à chaque fois que j'entends un arabe me dire ah mais attendez, c'est nous qui avons redécouvert Aristote. D'abord, si tu veux, c'est quand même la plus grande blague depuis l'affaire du pont de Brooklyn, c'est-à-dire comme si Saint-Augustin, qui vivait 200 ans avant Mahomet, ne connaissait pas Aristote, mais peu importe, supposons que ce soit vrai. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait, eux, d'Aristote? Mais ouais. Où ils sont leurs avions, leurs fusées? Ah, ils nous les ont piqués, ça d'accord, ok, d'accord. Mais comment ça se fait qu'à partir des mêmes bases scientifiques, il y a d'un côté une civilisation qui envoie des bonhommes sur la Lune, et de l'autre côté une civilisation qui laisse planter ses bédouins dans le sable? Ouais, mais Maurice, on sait tous que l'argent de l'UNICEF va aux enfants. Oui. L'islam s'est rendu une religion de désespoir au 21e siècle, selon Denis Duchesne, journaliste de CKIA FM, Maurice. Oui, c'est une religion du désespoir, donc il y a adhéré. Donc, si tu veux, en termes de nihilisme, aurait dit Nietzsche, on atteint là, si tu veux, quelque chose comme les sommets. Enfin, je voudrais plutôt dire les bas-fonds, quoi. Mais c'est malheureusement, oui, je pense que c'est probablement un ancien trotskiste, je pense, qui a trouvé Mahomet plus sexy en termes de... Une nouvelle pute. En termes de totalitarisme, quoi. Ouais, c'est ça, il aime bien coucher avec les nouvelles putes. Oui, mais c'est parce que, Trotsky, ça commence à faire un peu vieillot, puis en plus, il est russe, alors, tu veux, les Russes, maintenant, ils ont mauvaise image, parce qu'ils sont repassés du côté de l'Occident. Les Russes, ils étaient bien quand ils étaient communistes, tu comprends? Bon, maintenant qu'ils le sont plus, c'est des blancs comme les autres. Donc, ils sont moins bien. Et en plus, ils sont souvent blonds, yeux bleus, les salauds.
Tu comprends? Ouais. Parce que quand même, faut être salaud pour être blond aux yeux bleus. En plus. Faut avoir un esprit de provocation raciste, discriminatoire, raciste, quand on est blond aux yeux bleus. Fureur! Voilà, c'est ça. On est un fureur en puissance. Alors que quand on porte un turban et qu'on décapite des femmes, ou des hommes d'ailleurs, parce qu'à ce niveau-là, ils ont un grand sens de l'égalité, on n'est pas du tout. Non, ils s'entretuent entre eux et nous, on n'a pas compris. C'est ce que j'ai cru saisir de son commentaire. Ben, remarque... Non, Maurice, mort à l'Amérique, l'Amérique. Et ça, c'est pas une menace, non? Non, c'est pas une menace. De toute façon, leur menace a déjà été mise à exécution, on le sait maintenant. Et pour eux, tu sais, c'est ce que comprennent pas ces petites, j'allais dire, j'ai presque pitié d'elle, si tu veux, la pauvre fille de Radio-Canada, là, t'as envie de lui donner une pièce pour qu'elle aille s'acheter un bouquin, quoi, c'est pas grave. Si tu veux, ils ont pas compris que, non seulement l'islam ne les respecterait pas, mais d'une certaine manière, allait moins les respecter encore que ceux qui se dresseraient contre lui. Parce que l'Amérique, ça contient le Canada, je me trompe? Si tu veux, j'ai remarqué, hein, Ismaël, excuse-moi, mais j'ai remarqué que souvent, quand je parle avec des Québécois, et que je leur dis qu'ils sont américains, ou disons, je rectifie tout de suite dans la foulée, je veux dire nord-américain. I am. Eh ben, oui, bah toi peut-être, non mais, peut-être toi et peut-être les gens de Rockik, etc., et un certain nombre d'auditeurs, mais moi je peux te garantir qu'en tant que Français, quand je pose la question, on me regarde comme si j'étais un extraterrestre. Mais voyons. Mais oui, les mecs ils me disent, ah ben on n'est pas américains nous. Je dis, bah, et alors, Béraud, tu vis où? Le Québec, c'est entre la Sicile et le Groenland, là? Tu vois? Je croyais qu'on était Inuits. Mais, enfin, tu vois, à la limite, je préférerais encore. Mais là, les mecs, non. Les mecs, si tu veux, ils sont visiblement, enfin, les mecs, excuse-moi, enfin, les gens, en l'occurrence, sont comme, j'allais dire, sont comme englués dans une espèce de vision, si tu veux, excuse-moi, hein, j'en parlais avec ma femme hier, si tu veux, non, mais c'est vrai, c'est comme s'ils étaient englués dans un mélange, d'ailleurs, assez catastrophique, si tu veux, de ce qui est pire dans le parisianisme français, et ce qui est pire aussi dans le provincialisme français. Moi, Maurice, là, ok, j'ai compris que... vous êtes des Nord-Américains. Oui, justement, c'est ça. Mais j'ai compris assez rapidement que j'étais pas Inuit lorsque non, mais j'ai saisi ça assez rapidement parce que je fume pas de cigarettes trempées dans l'essence. C'est communément chose faite de leur côté. D'accord. Ils s'éclatent la gueule avec ça, ils n'ont pas de cocaïne là-bas. Ah oui. Bon, ça s'explique du coup. Mais non, mais pour un programme fédéral. Vous le saurez par André Boisclair, ça aurait toutes les chances. Oh non! C'est sûr qu'il va se faire un trip, lui, assez extraordinaire. Vous l'envoyez comme représentant de commerce au Nord-Québec. Oh non! Mais si. D'accord. Je me suis encore fait un ami, c'est vrai. Oui, c'est un point de vue, hein, Maurice. Non, bien sûr. Il ne faut pas oublier ça. Non, mais en tout cas, sur ce problème, on pourrait appeler ça de l'américanité. Ce qui est bizarre, si tu veux, c'est qu'en l'espace de, on va dire comme ça, enfin, j'y vais un peu à la louche, mais si tu veux, en l'espace d'une trentaine d'années, en fait, bizarrement, j'allais dire, le souverainisme québécois a complètement effacé cet aspect de votre identité. Ah. Enfin, c'est l'analyse que j'en fais, peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble. C'est-à-dire que pour pouvoir faire valoir réellement, si tu veux, un souverainisme entre guillemets francophone, donc anglophobe, comme on dit. Oui. Ok. Oui. Et j'allais dire par conséquence américanophobe, il a fallu détruire en fait des choses qui étaient dans l'âme, excuse-moi, des Canadiens français. Depuis les origines. Toi-même, on en parle. Je te donne un exemple. Je suis allé à un gun show il y a de cela un mois, un gun show qui s'est tenu à Longueuil.
Longueuil? Ok, où Hey, j'ai hey, rencontré... Non, mais c'est vrai, où j'ai Maurice. rencontré des Québécois, si tu veux, qui seraient traités sans doute d'odieux redneck par Marie-France Bazot Mais oui, je sais, et Maurice. ses amis, tu Mais vois. attends, Maurice, Oui. tu savais que Longueuil était la ville réputée pour les pads? Les quoi, excuse-moi? Les... T'as jamais entendu cette expression-là? La ville, Non. c'est la ville la plus padée, justement, de la province de Québec. What is that? What is that? Eh bien, un pad, c'est les gens qui se font couper les cheveux courts sur les côtés, sur le dessus de la tête, et qui se laissent des mèches de cheveux à l'arrière. Ah mais oui, c'est ce que vous appelez la coupe Longueuil. Ouais. Oh, mais t'avais déjà entendu. Je crois que j'en ai vu une satire un jour à la télévision. Mais tu sais, je te rassure tout de suite, Ismaël, on a eu tout à fait l'équivalent dans les années 80 chez nous, hein, faut pas oui? croire. Ah oui, non, ça a été une épidémie internationale. Hein. Oh non, La grippe aviaire. ça venait pas des cousins français, cette merde. Ah si, mais tu sais, c'était la coupe un peu des groupes de hard rock du tournant des années 70-80, Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire, bon... Mais ce qui avait d'intéressant dans ce gun show de Longueuil, si tu veux, c'est que soudainement, parce que moi qui vis à Montréal et qui donc est sans doute une vision un peu faussée, peut-être, si tu veux, entre guillemets, du peuple québécois, là, soudainement, si tu veux, je suis tombé sur... si tu veux, sur ce que justement, avec leur mépris d'intellectuels incultes, les petits gauchistes appellent des rednecks. C'est-à-dire en fait des gens qui aiment chasser, qui aiment les armes à feu, que j'ai trouvé, comme d'habitude souvent d'ailleurs chez les Canadiens, des gens extrêmement gentils. Tu vois, pas du tout une espèce de gros, je veux dire justement de gros paramilitaires là, Ouais. en uniforme qui friment. Non, pas du tout. Des gens qui t'expliquent comment fonctionne l'arme, etc. Et qui tiennent un discours basique, à mon avis, en Amérique, qui est lié effectivement aussi à l'histoire des États-Unis et du Second Amendement, mais qui est surtout, vous vivez dans un pays où il y a encore, il y a encore 6 mois, on pouvait rencontrer un ours sur une piste. Oh. Ben oui. Vous vivez encore, si tu veux, comme en Russie, comme aux États-Unis, comme dans certains autres pays, comme en Afrique. Vous vivez encore dans un pays qui est quelque part semi-sauvage. Donc la possession d'une arme à feu me semble, quant à moi, complètement naturelle, si tu veux. Ben oui, mais regarde, Maurice, tout ça en plus, ben, on discute, on parle depuis tout à l'heure, mais il n'empêche pas que les manifestations se poursuivent Oui. de l'autre côté. Il y a encore 20 000 personnes qui ont manifesté au Bangladesh, à Dakar. Regarde, qu'est-ce que tu veux que je te réponde de plus que maudit merde, ça vient toujours de l'autre côté. Je sais que ça va être mal pris, mais avec la situation géographique Ouais. du Bangladesh, il faudrait surtout qu'ils pensent à s'acheter des bouées de sauvetage. Bah oui, parce que si tu veux le prochain tsunami, tu vois, ça va être un grand lac là-bas. Ah oui. Donc, par contre, tu vois, voilà, les manifestations continuent. Comme tu le sais, demain, à Montréal, il est prévu, je ne sais pas si elle a été annulée ou pas, parce qu'il y a eu quelques bruits qui ont couru, mais peu importe, il a été prévu, ou il est prévu, une manifestation de Oui. merdaillons islamiques en direction de l'ambassade du Danemark. Merdaillon. Ouais, Ok. pour moi c'est pas autre chose. Ok. À la limite, Je le pense aussi, là. j'appellerais presque, si c'était possible, à ce qu'on les y attende. Parce qu'au bout d'un moment, il va bien falloir qu'ils comprennent qu'on ne va pas laisser brûler nos ambassades, quelles qu'elles soient comme ça, sans réagir. Ok? D'autre part, moi là, je lance honnêtement à tous les auditeurs de Rocky, Ouais. je lance un appel. Oui, on t'écoute. L'Iran, tout comme d'autres pays voyous du même genre, a décidé d'appliquer un boycott intégral, une rupture des relations commerciales avec le Danemark. Oui. Alors, c'est pas compliqué. Moi, j'appelle à un boycott général, je dis bien général, Plus de couscous. de tous les produits arabo-islamiques. Ouais, Il suffit c'est de ça. se procurer la liste des pays islamiques en tapant conférence des pays islamiques sur Google. Ok? Donc,
En premier lieu, puisque, si tu veux, en termes d'industrie, ils sont quand même un peu limités, il faut le reconnaître. Donc, en premier lieu, les produits alimentaires. Comme ça touchera directement le cœur, j'allais dire, agricole de leur nation, c'est-à-dire en fait le cœur tout court. Évidemment, tout produit, même manufacturé. Mais au-delà de ça, je le dis, un boycott des dons humanitaires. C'est-à-dire que maintenant, il faut arrêter de donner une seule pièce à des organismes comme l'UNICEF ou des autres qui financent en fait des organisations du type Hamas. Au palais. Oui, ok. Ok. Ouais. Donc, tout le monde arrête de donner de l'argent à ces gens-là. Ok. Et qu'on arrête de nous faire pleurer avec les tsunamis et les tremblements de terre. Tant que ces gens-là continueront à tuer les écrivains occidentaux, à menacer les journalistes, à brûler les ambassades, à attaquer les églises, à assassiner des prêtres, je ne vois pas pourquoi nous aurions la moindre once de compassion à leur égard. Maurice, est-ce que tu peux rester encore un peu avec nous? Bien sûr. On doit faire une petite pause de 2 minutes. Ok. Restez là tout le monde, on revient tout de suite après ceci. Non, moi je croyais qu'on y était. Donc c'est ça, c'est que l'Occident ayant été tellement culpabilisé. Maurice, ils ne peuvent pas. Il est parti, Maurice, 30 secondes. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il est midi 4 minutes tout le monde. Maurice est enflammé, je pense que c'est la bonne chose. Non, c'est juste que j'ai pas le sens du timing. C'est pas grave ça, de toute manière, moi je suis là pour le donner. Ouais. C'est mon travail. Ok. Mais écoute Maurice, c'est simple. On va y aller avec les questions, une première question des auditeurs. Ouais. Si tu permets, bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a Janek ici qui demande qu'il veut votre opinion, dans le fond, sur l'islam tel qu'il est pratiqué en Afrique noire, dans les pays tels que la Côte d'Ivoire, où c'est effectivement plus modéré. Je l'ai vu, j'y étais. D'accord. Alors, malheureusement, quand il y a quelque chose que je connais pas, je reconnais généralement assez vite mon ignorance. Je reconnais que, disons, s'il y en a une, en tout cas, la spécificité de l'islam africain, je la connais mal. Ce qui se passe précisément en Côte d'Ivoire me laisse pourtant penser que ça va mal tourner aussi. Ben oui. C'est que, de toute façon, partout où l'islam s'installe, la guerre arrive. C'est inévitable. C'est inscrit, c'est inscrit dans leur livre. Hein. Il y a le Dar al-Islam, c'est-à-dire la maison de l'islam, c'est-à-dire la maison des soumis, et puis il y a le Dar al-Harb, la maison de la guerre, c'est-à-dire la maison de ceux qui restent à soumettre. Et il n'y a pas d'alternative, c'est la religion la plus manichéenne que je connaisse à ce niveau-là. Donc oui, il peut y avoir localement, en Afrique en particulier, j'allais dire comment on pourrait appeler ça, des formes, disons, des formes de la religion musulmane qui ont été peut-être atténuées par certaines formes locales d'animisme, par exemple, comme ça s'était fait aussi avec le christianisme par ailleurs. Mais j'ai peur que, j'ai peur que ça ne tienne pas. Ok. D'ailleurs, on le voit au Soudan, ça n'a pas tenu non plus. Effectivement, mais il y a aussi une autre question qui me vient, c'est tout simplement, qu'est-ce que tu penses de l'achat qui a été fait de la chaîne Fairmont et le Château Frontenac est compris là-dedans par, si je ne me trompe pas, c'est un Arabien saoudien. Ben, écoute, que te dire? Il faut que tu saches que, je sais, pour vous, tout ça, c'est encore un choc. Mais quand on est un Français, si tu veux, ça fait 30 ans que les Saoudiens ont acheté l'avenue Foch à Paris, qui est quand même l'avenue la plus chère du monde, si j'ose dire. Enfin, disons que c'est le Park Avenue parisien, ok? Bon, mais ça fait 30 ans qu'ils l'ont acheté, avec toujours pareil, avec leur argent du pétrole, ok? Oui. Ce qui fait que, oh là, ces pauvres Arabes sont affamés, c'est pour ça qu'on leur donne à manger du C4, hein, pour qu'ils aillent après en discothèque avec. Donc, bon, tu vois, j'allais dire, malheureusement, moi, c'est quelque chose qui me surprend absolument pas. Demain, ils vous rachèteraient, je veux dire, la moitié de Montréal d'un seul bloc, que moi, je serais pas surpris. Et malheureusement, si tu veux, tu me posais la question sur pourquoi nos dirigeants aussi ont si peu de, je vais dire, de répondants. Parce que malheureusement, 60 années de culpabilisation intense de l'Occident
ont fait que nos gouvernants ont peur d'élever la voix face à ces gens-là, parce qu'ils ont peur de se faire traiter de raciste par M. Kofi Annan. Oh là 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 là. Ouh là là, mais dites donc, vous avez dit des choses pas bien sur l'islam, vous là. Ouais. Ah, attendez, on peut critiquer tout le monde, hein. Alors, le christianisme, tout même le communisme, d'ailleurs, tout ce que vous voulez. Mais alors, l'islam, non, quand même, c'est discriminatoire. Donc, on se la boucle. Mais Kofi Annan, de mémoire, a-t-il déjà pratiqué l'islam? À moins que je me trompe, là, Maurice? Je crois pas. Lui, c'est pire. Il a pratiqué l'incompétence. Si tu veux, il faut quand même savoir que c'est le monsieur qui était en charge de la région des Grands Lacs. Oui. Je parle de la région des Grands Lacs africains au moment du génocide rwandais. Donc, si tu veux, moi, je suis pas contre qu'on fasse passer les génocidaires directs, même à la trappe au Rwanda, ouais. Mais je ne comprends pas pourquoi ce monsieur se passe pas en procès. Parce qu'il est directement responsable de la mort de 800 000 Africains, ce monsieur. Et c'est le patron de l'ONU. Faut savoir, tu sais, l'ONU, à chaque fois qu'il y a un gauchiste qui parle de l'ONU... Maurice, il faudrait absolument que tu dises les 800 000 Africains, c'était par rapport à quoi? Moi, j'ai compris. 800 000 Rwandais. Voilà, il y a quand même, sur une population de, je sais pas, quelques millions d'habitants, excuse-moi, je n'ai pas les chiffres, il y a eu au bas mot 800 000 Rwandais qui ont été tués à la machette en 1 mois et demi. Ah, c'est pas un génocide. Ok? Bon, et qui était en charge, à l'époque, à l'ONU de cette région? Monsieur Kofi Annan. De la même manière que peut-être, excuse-moi, je vais t'apprendre quelque chose, oui. Parce que peu de gens en fait le savent, parce que ça remonte déjà à une trentaine d'années, et bon, vu que je pense à une génération qui a cet âge-là, faut que vous sachiez, quand un petit gauchiste ou un petit écolo vient vous parler de l'ONU, vous lui rappelez la chose suivante. Dans les années 70, le patron de l'ONU, le grand patron de l'ONU, hein, le chef de l'ONU, je serais tenté de dire le fourreur de l'ONU, et tu vas comprendre pourquoi, ouais. S'appelait M. Kurt Waldheim. Non. C'était un Allemand. Vas-y. C'était un ancien Waffen-SS qui avait organisé la déportation de 300 000 Juifs depuis la ville de Salonique en Grèce. Ouf, si bon. Entre, je crois que c'était 43. Ok. Ouais. Donc voilà qui on a mis pour une douzaine d'années, je crois que ça date de 70 à 82, si mes souvenirs sont exacts. Oui. Voilà qui on a nommé comme président de l'Organisation de la Paix. Ça a été fait, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Faut que tu saches, il n'y a pas un gouvernement qui a émis une protestation. Il n'y a pas un groupuscule d'abrutis onusistes qui a osé dire quelque chose à l'époque. D'ailleurs, ils savaient sans doute même pas qui était Kurt Waldheim. Ils avaient qu'à se rencarder. Donc voilà, c'est quoi l'ONU? Ok. J'ai une autre question, Maurice, d'un auditeur. Est-ce que tu es prêt à en prendre une autre? Ouais, bien sûr. Par rapport aux nouvelles, on voit plein de musulmans les bras en l'air, d'accord? Oui. Comme dans les vieux films de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont les bras en l'air, mais il n'y a personne qui braque une arme contre eux. Je comprends pas trop, là. Oui, mais comme dans les vieux films allemands, c'est drôle. Ah, tu veux dire, les bras tendus? Oui. Bien sûr. Ah non, mais la collusion, si tu veux, entre des groupuscules vraiment ce qu'on pourrait appeler néo-nazis, au sens vrai du terme. Ouais. Là, je te parle même pas de groupuscules fascisants. Ouais. Là, je te parle de vrais groupuscules néo-nazis, c'est-à-dire en fait ultra-gauchistes, avec le monde arabe. Ça remonte à la Seconde Guerre mondiale. Himmler se rendait régulièrement voir son pote, le grand moufti du Caire. Ah. Mais bien sûr. Himmler lui-même, dans un certain nombre de ses écrits, a dit que... non, Hitler, pardon. Hitler, oui, c'est ça. Hitler voulait que le peuple allemand se convertisse à l'islam. Faut le savoir, ça, c'est dans son testament politique. Ok? Donc, les collusions entre, j'allais dire, les abrutis mononeuronaux, pour qui la tapette Adolphe est un héros. C'est pas sérieux, là. Les abrutis, mais bien sûr que si, et les abrutis mononeuronaux de même genre, pour qui c'est Fidel Castro ou Mao Tse-tung, ça fait longtemps qu'ils sont dans le monde arabe. Et qui travaillent ensemble dans le monde arabe, dans les camps d'entraînement palestiniens. Mais comment dans les ça années se fait? 70, tu trouvais côte à côte des gauchistes allemands ou italiens et des nazis allemands ou italiens. Mais Maurice, comment ça se fait que j'ai quand même un peu lu sur la Seconde Guerre mondiale, peut-être pas autant que toi. Je comprends pas comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler que Hitler voulait convertir son peuple à l'islam.
Je savais, de 30 secondes, je savais qu'il traitait énormément avec, justement, les Arabes, mais à ce point-là. Oui, parce que quand il a compris que d'une certaine manière, le national-socialisme restait encore, j'allais dire, dans l'orbite d'une sorte de pensée encore occidentale, et qu'il a vu toutes ces masses qu'il aurait pu soulever contre l'Empire britannique en particulier, il s'est dit, si j'unifie le national-socialisme allemand avec le panarabisme, je serai vraiment le roi de la ville, je serai le maître de la planète. Il suffit de taper testament d'Adolf Hitler sur le web, là c'est pareil, et vous allez tomber sur le texte où il est dit clairement que l'islam est la seule religion qui convient au national-socialisme, puisque c'est une religion qui est basée sur la violence. Ouch. Ah bah Hitler, il l'avait lu le Coran, lui. C'est pas comme Aude Lancelin du Nouvel Observateur, par exemple. Comme Denis Duchesne? Ou comme peut-être M. Denis Duchesne, oui. Journaliste de CKIA qui s'est converti justement à l'islam, car il a marié une femme là-bas. Mais tu sais, il faut bien comprendre aussi une chose. Il va bien falloir aussi que j'allais dire que la société occidentale fasse son autocritique par rapport à ça. On a voulu, disons, au XXe siècle et au XIXe siècle, et on y est parvenu, tuer toute transcendance, toute existence de Dieu maintenant est devenue ridicule. Et ben quand tu fais ça, si j'ose dire, c'est comme l'expression chasser le naturel, il revient au galop, et ben tu te retapes une sorte de retour de flamme de la transcendance, mais sous sa forme, j'allais dire, sous sa forme déviée, sous sa forme malade, sous sa forme psychopathologique, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc si tu veux, c'est normal, des jeunes gens, je dis c'est normal. Oui, malheureusement, c'est ça qui est triste, c'est que si tu veux, l'islam avance parce que la nature historique des civilisations a horreur du vide. Les civilisations comme les nôtres qui s'étaient édifiées sur le christianisme, qui avaient édifié leur génie spécifique sur le christianisme, ben à partir du moment où elle éradique le christianisme, ben tu peux être sûr qu'il y a un gros, je vais dire, appel d'air qui se fait. Et du coup, pas la première d'ailleurs, mais la religion la mieux adaptée pour venir combler ce vide, c'est clair, c'est l'islam. C'est pour ça qu'elle fascine, par exemple, des Denis Duchesne, ou même de jeunes Français aujourd'hui. Midi 15 minutes, j'aimerais qu'on revienne sur les caricatures et sur la fameuse liberté d'expression. Oui, j'aimerais avoir peut-être de ton avis, que peut-on répondre à de parfaits imbéciles qui, justement, nous amènent que la liberté d'expression, aussitôt que la liberté d'expression empiète sur les autres, tralala et tralala. Que peut-on répondre à ce genre de con? D'abord, il faut revendiquer le droit, j'allais dire, le droit fondamental, en particulier en Occident, qui est le droit à l'insulte. J'ai le droit de t'insulter comme tu as le droit de m'insulter et que j'ai le droit d'insulter qui je veux. Ok? Cette civilisation de fiottes dans laquelle, effectivement, dès qu'on se sent blessé ou touché, je sais pas quoi, on fait un procès. Moi, c'est pas mes valeurs. Okay. Si j'ai un problème avec quelqu'un, parce qu'il m'a, comme on dit chez moi, il a traité ma mère, tu vois, hein, si j'ai un problème avec quelqu'un, on s'explique d'homme à homme. Ok? Ouais. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, si tu veux, toute cette, j'allais dire, encore une fois, tout ce jésuitisme, toute cette espèce même de masochisme, qui consiste à dire, oh là là, oui, cette pauvre religion, elle a déjà tellement souffert, comme s'ils avaient souffert, tu vois, franchement, hein, alors que ce sont eux les tortionnaires du monde, j'allais dire, et de leur propre monde depuis 15 siècles, on doit passer notre temps à s'excuser. Mais c'est fini, ça. Maurice, on ne sait plus quoi faire. Faut se faire exploser dans les pistes de Non, mais justement, ce serait leur victoire. C'est ce que je te disais l'autre jour, c'est ce que je pense. Ouais. Ce que je pense, si tu veux, c'est que le totalitarisme est tellement stupide, j'allais dire, en fait, en son cœur, en son centre, est tellement basé sur une idiotie crasse, qu'il finit toujours par faire la grosse connerie qu'il conduit lui-même à sa propre destruction. Donc, moi, c'est sûr que pour le moment, j'ai du mal à supporter la vue de tous ces abrutis brûler des drapeaux danois et compagnie. Mais je me dis, mais t'inquiète
pas, man. Tu vas voir. Quand on... Tu sais, il y a une chanson du groupe de rapsistes français qui s'appelle NTM qui dit qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Eh ben, vous n'avez pas attendu pour foutre le feu? Super. Maintenant, attendez-vous au retour de flamme. On me répond ici, Maurice, ah, il m'aime, j'ai reçu un shot de AK-47 dans le cul. C'est l'amour, ça, dans le Coran? Il n'y a pas d'amour dans le Coran. Je crois que s'il y a un mot, et je suis quasiment prêt à prendre les paris, je vais vérifier parce que bon, mais je suis quasiment prêt à ne jamais avoir rencontré le mot amour dans le Coran. C'est quelque chose qui n'entre pas. Si tu veux, le fait que Dieu puisse aimer l'homme et qu'en retour l'homme puisse aimer Dieu, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le framework, comme on dit, dans le cadre de pensée coranique. L'homme ne doit pas aimer Dieu, je veux dire, au sens de l'amour, il doit se soumettre à Dieu. Maurice, j'ai mon collègue Christian Dallaire qui aimerait te poser une question. Est-ce que tu permets? Oui, bien sûr. Et pourtant, M. Dantec, j'ai appris tout à l'heure que M. Duchesne avait dit qu'il y avait au-dessus de 400 versets dans le Coran qui disaient qu'il y avait des messages d'amour. Bon, ben je vais vérifier. Parce que, bon, moi je l'ai lu plusieurs fois, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup frappé, vous voyez. Ah, d'accord. Donc, à la limite, ce qui est bien dans ces cas-là, c'est de prendre le texte, de regarder et que la personne fasse des citations. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, parce que c'est facile de vous dire, moi je pourrais presque, malheureusement j'ai une mémoire un peu défaillante, mais je veux dire, c'est assez facile de retrouver dans les 4 évangiles le mot amour, puisque la religion du Christ est précisément basée sur l'amour. Parce que, tu vois... C'est pour ça qu'il s'est fait crucifier. Il y a un auditeur ce matin qui nous a envoyé des questions. Il y avait le mot mécréant. Le mot mécréant apparaît dans 138 versets. Il avait demandé à Denis Duchesne de répondre pourquoi. Et c'est là qu'il a répondu justement qu'il y avait des mots d'amour dans plus de 450. Mais si tu veux, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, tu sais. Dans le Coran, si jamais un jour tu parviens, ne serait-ce qu'à l'ouvrir, tu vas te rendre compte, comme je crois, je te le disais la dernière fois, je disais, tu vas te rendre compte facilement, comme je te le disais la dernière fois, que le Coran, si tu veux, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas une vraie religion, mais peu importe, si tu veux, le Coran est un salmigondi, un véritable, je veux dire, tu vois, une salade mixte, hein, c'est-à-dire que, on va dire, à la page 81, tu vas trouver éventuellement un message de sympathie à l'endroit des juifs et des chrétiens. Mais à la page 82, on va dire qu'il faut exterminer tous les infidèles. Ah, c'est bizarre ça. Ce qui pour moi est la preuve d'un esprit dérangé. Mais bon, peu importe. Ah, c'est pas bon de faire les caricatures, Maurice. Oui, je sais. Ah, oui, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais quoi qu'il en soit, si tu veux, si la religion du Coran, religion du prophète, comme ils disent, était une religion d'amour, j'aimerais bien qu'on m'explique comment ça se fait que, précisément, je ne sais pas combien il y a de sourates qui, disons, entre guillemets, font référence à l'amour, mais par contre, le nombre de sourates qui font appel à la destruction générale des infidèles, juifs, chrétiens, hindous. Alors là, celle-là, elle se compte par, je ne sais, s'il y en a 400 qui parlent d'amour, alors ça veut dire qu'il y en a 4000 qui parlent du reste. Faut arrêter aussi de se faire, je veux dire, de se faire bourrer le mou par ces gens-là qui vous parlent toujours de religion d'amour et de tolérance, ok? Hey, j'en ai une solide, Maurice, pour toi, ok? Oui. Attention, attache ta tuque. Selon Denis Duchesne, parce qu'il y a un chef qui est taliban qui offre 100 kilos d'or pour faire assassiner le caricaturiste. Selon Denis Duchesne, c'est un taliban. Oui. Et pas un gars qui prêche l'islam. Ben non, on se demande ce qu'il prêche, je sais pas, moi, les aventures de Placide et Museau, Je sais pas. Non mais, ça n'a pas de sens. Non, il y avait vraiment une distinction là, le mec qui demande de faire assassiner un caricaturiste par rapport à ce dessin pour 100 kilos d'or. Non, il prêche pas l'islam, c'est un taliban, c'est totalement différent. Il y a vraiment un truc là ici là qu'on a oublié de juxtaposer. Si tu veux, il se trouve que les talibans momentanément ont donné, disons, une mauvaise image de l'islam pour tous les gens qui pensaient, eux, parce qu'il faut savoir, on peut dire qu'il y a deux formes d'islamistes.
il y a l'islamiste radical frontal, j'allais dire, celui qui dit bon bah faut balancer des Boeing dans les tours, etc., etc., ou faut lâcher une prime de 100 kilos d'or sur la tête d'un caricaturiste. Puis vous avez, j'allais dire, l'autre tendance plus proche des frères musulmans, de Tariq Ramadan et de tous ces gens-là, qui eux avaient comme vision une vision peut-être plus lente, plus entriste, comme on dit chez les trotskars, c'est-à-dire qui consistait à pénétrer lentement les pays occidentaux, leurs institutions, petit à petit y faire, comment dirais-je, valoir des droits comme par exemple la pratique de la charia ou d'autres à l'intérieur des pays occidentaux, et petit à petit les islamiser. Donc c'est vrai qu'il y a, on va dire, deux méthodes, deux stratégies, une stratégie qu'on pourrait dire dure et une stratégie qu'on pourrait dire soft. Simplement, il y a une stratégie qui est ouverte, une stratégie qui est hypocrite. C'est tout. Tu peux nous résumer la charia, s'il te plaît? La charia, enfin, tu n'as le droit de rien faire, sinon ce qui est écrit dans le Coran, c'est-à-dire, en fait, bon, en termes d'alimentation, en termes de vie quotidienne, en termes de mariage, par exemple les droits, j'allais dire, comment on appelle ça, les droits notariés, tu vois ce que je veux dire, les problèmes de divorce, les problèmes de dot, les problèmes de partage des biens, parce qu'il faut savoir qu'en islam, l'homme a le droit de se marier, je ne sais plus combien de fois, et de divorcer autant. La femme, par contre, n'a aucun droit à ce niveau-là. Le divorce, généralement, en terre d'islam, c'est considéré comme quasiment un abandon. Mais c'est légal. Grosso modo, Maurice, en terminant, les commentaires que tu as jusqu'à maintenant de notre légère association en France ou ici, je sais pas. Ça dérange pas trop, j'espère, parce que, bon, c'est sûr. Je veux dire, le fait que... alors, s'il y a un truc, quand même... Moi, ça, je le dis, parce que, comme tu le sais, quand même, les MP3 de ton émission circulent en France, maintenant. Et, si tu veux, il y a des gens, si tu veux, sûrement bien intentionnés, le petit doigt en l'air entre deux lectures de Thierry Messant, qui pensent que, si tu veux, je m'abaisse à parler comme ça avec une radio, on pourrait dire populiste, c'est comme ça qu'on dit, tu vois, et tout simplement parce que ils ont encore une vision, j'allais dire, de l'écrivain qui doit bien rentrer dans les cases socioculturelles. Donc, si tu veux, je serais mieux à ma place à Radio-Canada. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère toucher ton auditeur. Je préfère, comme j'ai dit à mon ami David, j'ai dit, mais je préfère toucher, excuse-moi, je préfère toucher les truckers, les ouvriers, ce qu'on appelle chez moi les prolos, que les petits bobos du plateau Mont-Royal, dont j'ai strictement rien à foutre. Donc moi je suis très fier de participer à ton émission. C'est une tribune qui m'est offerte, mais c'est aussi, je le sais, la manière aussi peut-être pour un écrivain français de s'adresser à des gens qui sont pas obligatoirement, j'allais dire, son public à la base. D'abord, c'est vrai, je suis un maudit français, et d'autre part, je dis des choses qui peuvent parfois choquer les Québécois. Mais bon, moi je pense que c'est ça le dialogue, c'est que justement on a le droit de se choquer. Exact. Et ça, justement, sans restreindre la liberté des autres. Absolument. Non pas l'empiéter. Mais je vois vraiment pas, en plus, si tu veux, c'est une absurdité, je vois pas en quoi le fait qu'un caricaturiste fasse une caricature de Mahomet empiète sur la liberté des musulmans. Ah, je sais pas ça j'y ai pas compris encore. En quoi ça empiète sur leur liberté? Par exemple, en quoi ça empiète sur leur liberté de quotidiennement publier dans leur presse de merde des caricatures du Christ, de la Vierge Marie ou des saints, ok, sans que personne ne leur dise quoi que ce soit. Exact. Donc on arrête de me dire que leur liberté est menacée parce que nous, on exerce la nôtre. Maurice, est-ce que tu serais capable de me trouver, ou enfin peut-être que tu as ça dans ton répertoire, justement ces musulmans qui font des caricatures sur la Vierge, je sais pas, sur toutes les religions, quoi. Presse arabe, je sais pas, attends, faudrait que j'aille voir. La CNN arabe? Non,
toute la presse, mais tu peux y aller, toute la presse arabe. Tu vas chercher au Yémen, en Égypte, en Iran, je t'en parle même pas. Voilà, c'est pas les Arabes, excuse-moi, la presse islamique, disons. Mais n'importe où, n'importe quoi. Et souvent des quotidiens qui sont même pas des quotidiens islamistes. Parce que... quotidien, j'allais dire, qui serait l'équivalent du journal de Montréal, tu vois, mais en Libye, en Syrie, ou je ne sais où. Tous les jours, il y en a. Tous les jours, il y a des caricatures ignobles, antisémites, anti-occidentales, anti-chrétiennes, tous les jours. Alors, selon Denis Duchesne, toujours, parce que c'est ma référence préférée maintenant, journaliste bénévole à CKIA-FM qui anime les matins branchés de cette radio gauchiste socialiste et péquiste, je devrais dire, eh ben, il a dit clairement que non, les musulmans ne font pas ça. Ah bon? Bah écoute, je vais t'envoyer un peu de documentation et j'invite tous les auditeurs à faire une simple recherche Google. Ils verront qu'en 5 minutes, ils vont tomber dessus. Comme par hasard, il y a des sites internet qui sont suspendus de presse arabe, comme par hasard. Oui. Il faut savoir aussi qu'il y a 700 petits hackers arabes qui ont attaqué, il y a eu 700 sites danois qui ont été attaqués, mais tu vois, ils sont pas très bons encore. Nous aussi, Maurice. En matière de mathématiques, donc ça n'a pas duré plus de 5 minutes. Mais, Maurice, nous autres aussi, on s'est fait hacker, et on s'est encore fait hacker ce matin. Oui, mais ça, dans ce cas-là, je lance un autre appel. Oui. Je lance un appel à tous les hackers occidentaux, du monde occidental. Je lance un appel à tous les hackers juifs. Je lance un appel à tous les hackers russes. Je lance un appel à tous les hackers hindous pour qu'ils s'en prennent directement maintenant. J'achète ça à 100 000 $. À tous les sites islamistes ou apparentés dans le monde. Et sans attendre qu'ils soient tous détruits. Alors Maurice, on incite ensemble les hackers russes, Américains, Russes, Britanniques, Français. Tous unis, tous les hackers du monde, si j'ose dire, pour effectivement créer, si j'ose dire, des firewalls offensifs. Parce que maintenant, s'ils veulent la guerre, je l'ai déjà dit, eh ben, ils vont l'avoir. J'attends simplement le moment qu'il y ait une guerre déclarée et je pars avec mon M16. Mais il n'y aura jamais de guerre déclarée. C'est ça la 4e guerre mondiale. Et ouais. C'est une guerre qui n'est pas déclarée, qui n'est d'ailleurs pas déclarable d'une certaine manière, parce qu'elle est déjà commencée. Exactement. Et elle n'a pas été déclarée. Jonathan Bouchard de Quitter le Québec en parlait cette semaine, on en discutait et justement, c'est ça, la guerre, elle est présente, les gens ne saisissent pas qu'elle est en ce moment en train de grossir, oui. Mais grosso modo, ça va nous atteindre un jour ou l'autre et on va se faire exploser la gueule. Si tu veux, c'est évident que c'est comme la France, excuse-moi, dans les années 30, ouais. Si tu ne fais rien pour prévenir, j'allais dire, le mal, par exemple là, ça va bien me faire rigoler la position des gauchistes ou même des centristes par rapport au bouclier antimissile américain au Canada. Parce que maintenant que M. Ahmadinejad, il a sa bombe, ou qu'il va l'avoir dans pas longtemps, bah peut-être que ça va faire réfléchir tous ces gens-là. Effectivement. Maurice, oui. Je te souhaite un excellent week-end. Moi aussi, ainsi qu'à tous vos auditeurs. Et on se reparle peut-être, je sais pas, lundi, on verra. Pourquoi pas? Ok. Ça pourrait être bien? Oui, il y aura sûrement du nouveau depuis, de toute façon. Ah, c'est sûr. Je vous souhaite à tous une bonne journée, encore une fois, ainsi qu'à vos auditeurs. Merci Maurice. Surtout qu'en fin de semaine, il y a une belle manifestation. C'est un endroit que je vais probablement éviter. Et si c'est pas, c'est parce que faudrait pas que tu évites, Maurice. Si je descends à Montréal. Oui, non, mais à la limite, ça vaut mieux pour eux. Maurice, ça se peut que je te lâche un coup de fil si je suis dans le coin en fin de semaine. Est-ce que tu es à Montréal? Avec plaisir. T'es à Montréal en fin de semaine? Oui, absolument. Parfait. Salut Maurice, bye. Salut Ismaël. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était Maurice Gédantec qui a tout simplement communiqué sa frustration et la mienne aussi, ainsi que celle des auditeurs. Restez là.